Et à la lumière de la contribution des aidants au système de protection sociale et à la société en tant que telle, on pourrait faire valoir le fait que c'est pas juste. Normalement, si les aidants n'étaient pas là, les systèmes de protection sociale professionnelle devraient prendre en main ces responsabilités. Tout ça a un coût pour la société. Donc on devrait au moins valoriser le temps d'aidance par des crédits pension. Ça permettrait également, puisque la dimension égalité homme-femme dans les danses est extrêmement prégnante, de combler la différence en termes de pension entre hommes et femmes et aussi de la différence en termes salariales. Ensuite vient la possibilité de prendre un congé régulier. On a aussi pas mal d'aidants qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfin qui aident 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc ça fait du bien de souffler de temps en temps, d'avoir accès à des soins de répit, à des options qui permettent de prendre un break, un week-end, une soirée de temps en temps. Soit en termes d'accès à des soins professionnels qui viendraient pour quelques heures ou pour quelques jours, mais aussi on voit pas mal de nos collègues au sein d'ONG développer des plus innovants, donc par exemple des partenariats avec des restaurants, des centres de loisirs ou ils de fournir du coup un service de meilleure qualité et de rester à plus long terme en bonne santé et de ne pas craquer, quoi. L'accès à la formation, ça c'est un autre pan qui, de notre point de vue, offre énormément de potentiel. Je vous ai parlé des défis qui sont liés au vieillissement démographique en Europe, mais il y a un autre défi qui est lié à tout ça, c'est le fait qu'il y a une pénurie de professionnels de santé et de soins de longue durée que connaissent tous les pays européens. Donc, il serait aussi peut-être intéressant de faire valoir le fait qu'il y a pas mal d'aidants qui développent une expertise ou une expérience en étant aidant, qui pourrait être validée par des formations, ou en tout cas accompagnée par une formation de manière à améliorer les compétences, à améliorer l'aide qui est fournie, et puis lorsque les responsabilités d'aidants s'arrêtent, aussi peut-être de retourner sur le chemin de l'emploi, en fait, en faisant valoir les compétences acquises via leur responsabilité d'aidant. Alors, quels sont les points d'entrée pour tous nos messages et pour tous ces angles au niveau européen? Bon, alors je dois commencer par vous dire que la Commission européenne n'a en fait pas de compétences directes en tant que telle en ce qui concerne la protection sociale et la santé. Le rôle de la Commission est en fait de coordonner le travail des États membres. Néanmoins, le rôle de la Commission est de faire valoir l'accès à l'emploi, la croissance économique, etc. Mais les deux, évidemment, sont intrinsèquement liés. Donc les droits sociaux et la possibilité de concilier, par exemple, vie d'aidant, vie professionnelle, a un impact direct sur les taux d'emploi en Europe et sur la croissance économique. Donc en fait, depuis 2014, notre réseau a signé un accord de partenariat avec la Commission, ce qui indique que la Commission est très consciente de l'importance et de l'importance grandissante des aidants en Europe et veut discuter avec nous tous, pour essayer d'entendre ce dont nous avons besoin, et puis pour nous accompagner, pour convaincre ensuite les décideurs politiques nationaux et régionaux de mettre en place les politiques et les mesures nécessaires à accompagner les aidants. En 2017, un peu tardivement, de notre point de vue, en tout cas du point de vue des ONG, la Commission a lancé une idée qui porte le nom de socle européen des droits sociaux, qui en fait n'a rien de bien neuf. Ce socle en fait regroupe 20 principes qui concernent en fait les droits de chaque citoyen en Europe en termes de droits sociaux. Donc il y a 20 principes là-dedans. C'est arrivé tardivement parce qu'en fait, je pense que ça émane d'une volonté de la Commission de ramener l'angle social après une crise
économique de 2008 qui a fait des ravages, où on a beaucoup parlé des règles des 3% budgétaires à ne pas dépasser, etc., en termes de déficit, de la crise grecque, etc., mais où on a un peu oublié, les gens, comme vous et moi. Et donc 20 principes sur lesquels on s'est penché avec la Commission. Et en fait, si on y regarde de plus près, en fait, il y a pas mal de ces principes qui concernent directement la vie des aidants. Donc, je pense à la possibilité d'accès à l'éducation pour les jeunes aidants, qui est une population que je n'ai pas encore évoquée jusqu'ici, qui reste largement invisible, malheureusement, parce que les données en général dont on dispose portent sur la population active, mais on connaît, via nos projets de recherche, la prévalence de l'aidance chez les enfants, et c'est parfois avec un impact terrible. Donc la possibilité pour ces jeunes aidants d'avoir accès à l'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité des chances, le soutien à l'emploi, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, etc., etc. Donc beaucoup de points d'entrée là-dedans. Ça peut vous sembler totalement abstrait tout ça, mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que ces 20 principes vont normalement être traduits en termes législatifs, voire de mesures politiques au sein des États membres. Ça a déjà commencé, donc tous ces principes, normalement, vont percoler au niveau belge et au niveau régional. Donc, nous, on essaye de garder, et on travaille en étroite collaboration avec nos collègues ici, sur ces principes, pour essayer d'attirer aussi l'attention sur qu'est-ce que ça peut signifier en Belgique, quoi. Le premier développement qui a suivi le socle ou le lancement du socle européen des droits sociaux et qui concerne l'un des principe numéro 9, c'est la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Et là, en fait, la Commission a lancé l'idée d'une directive. Donc une directive, c'est contraignant pour les États membres. Une directive qui concerne la possibilité de congés. Alors il y avait plusieurs angles, il y avait congés parentaux, congés de paternité, et pour la première fois de l'histoire, en tout cas à ma connaissance au niveau européen, un congé aidant. Bon, en ce qui concerne la Belgique, on n'est pas trop mal loti en termes de congés aidants, et il y a eu des développements très récents qui ont encore amélioré la situation. Mais évidemment, il faut garder à l'esprit qu'au niveau européen, il y a des États membres où il n'y a absolument rien du tout. Bon, ça a été une âpre bataille. On avait pas mal de gens face à nous qui étaient totalement contre la possibilité de créer un congé aidant. Le consensus peut paraître décevant dans la mesure où on a gagné cette bataille, mais en fait, la directive introduit un congé aidant annuel de 5 jours par an par aidant. C'est pas grand-chose, évidemment. Et par ailleurs, les États membres ne sont pas obligés de payer ce congé. Mais il y a plusieurs choses là-dedans. De notre point de vue, c'est une avancée majeure parce que d'une part, ça veut dire qu'il va falloir définir l'aidance en termes législatifs. Deuxièmement, il va falloir identifier les aidants. Troisièmement, il y a pour nous un mot qui n'apparaît pas, je pense, à l'écran, mais qui est le mot le plus important, c'est minimum 5 jours. Et pas payé, mais idéalement, ça serait bien que ce soit payé. Donc, cette directive maintenant va être traduite ou va être transposée au niveau national. Notre travail avec nos membres consiste à encourager les décideurs politiques à ne pas s'arrêter à ce qui est dans la directive, mais d'aller évidemment le plus loin possible. Bon, pourquoi est-ce que ça fait sens de discuter de tout ça au niveau européen ? Parce que bon, l'Europe, c'est souvent très abstrait, il y a pas mal de jargon, y compris parfois en interne avec nos collègues, c'est parfois difficile de suivre. Simplement parce qu'on est plus forts tous ensemble. On est plus forts tous ensemble parce qu'on est a priori minimum 100 millions d'aidants, en fonction de la définition en tout cas que nous on utilise, c'est-à-dire 20% de la population en Europe. Donc normalement on est une voix qui devrait encore une fois compter, parce que tous les défis qui concernent l'aide, l'aidance et les soins de longue durée, le vieillissement démographique
concerne toute l'Europe. Donc, a priori, ça fait totalement sens de travailler tous ensemble et de travailler en étroite collaboration avec les décideurs politiques. En 2018, pour tenter de regrouper dans un document de la manière la plus concise possible tous les angles qui, selon nous, doivent être explorés en termes politiques pour développer ce que nous estimons être un environnement politique favorable aux aidants ou à l'aidance, ben, nous avons lancé une stratégie qui regroupe en fait 10 principes. Les 3 premiers principes concernent une définition large de l'aidance, les outils d'identification et d'évaluation des besoins. Et puis, tout ce qui suit, en fait, concerne les services en tant que tels. Donc, améliorer l'interface entre les aidants et les professionnels du soin, faciliter l'accès à l'information, etc., etc. Donc, tout ce que j'ai mentionné précédemment. Je pense que, ou en tout cas, j'aime à croire que cette stratégie est intéressante, en tout cas permet à nos membres simplement de transposer le plus facilement possible tous ces principes, ou en tout cas ce cadre à leur niveau. Et on voit, en tout cas, percoler petit à petit pas mal de choses, et on voit pas mal de développement. Bon, on a parlé de la Belgique, mais le Portugal vient d'approuver une loi de reconnaissance à l'aidance. L'Estonie est en train de parler de la question. La France a annoncé un paquet extrêmement ambitieux sur le soutien à l'aidance. L'Allemagne a développé une nouvelle loi. Tout ça dans les 2-3 dernières années. Donc, je veux dire, il y a quand même pas mal de choses qui, maintenant, sont en train de décanter. Pour accompagner cette stratégie, nous avons également un tableau qui permet de monitorer. Bon, alors le tableau qui est là n'est pas à jour parce qu'on a mis à jour cette semaine. Donc, à la lumière des 10 points qui sont dans la stratégie, comment sentir les États membres. Vous constaterez que, je vais pas le dire trop haut, mais la Belgique s'en sort pas trop mal, en fait, relativement aux autres pays. Bon, évidemment, tout est perfectible, mais voilà. En tout cas, ça permet de situer un peu où on se trouve dans le parcours. Et pour conclure, la prochaine étape de notre travail, et j'espère que ce sera une étape majeure, vise à essayer de transformer notre communauté de travail et notre réseau en un véritable mouvement européen, en fait. Donc on lance une campagne annuelle qui aura lieu tous les 6 octobre, donc mardi prochain c'est la première, et on lance en fait l'idée d'une journée européenne des aidants pour donner plus de visibilité à l'aidance et aux aidants, pour attirer l'attention des décideurs politiques, des chercheurs et de tous les intervenants pertinents, y compris en premier chef les aidants eux-mêmes, qui souvent ne s'identifient pas, et pour dire qu'on est nombreux, qu'on est ensemble, qu'on travaille en commun et qu'il faut nous écouter. Voilà, et donc j'espère que vous soutiendrez cette initiative, et bon, c'est mardi prochain, mais ce sera chaque année. Je pense que, voilà. Merci beaucoup, et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci Stécie pour cet exposé qui rejoint les préoccupations de notre ASBL. Nous avons toujours l'occasion de travailler en commun, que ce soit sur le lobbying politique, le mémorandum, mais aussi la journée européenne des aidants proches, puisque nous avons distribué, vous trouverez dans votre farde un modèle d'affiche de la journée européenne que je vous invite à distribuer. Voilà. C'est le temps des questions et des réponses, mais en temps de Covid, c'est compliqué. Donc, mes 2 chers collègues, Amandine et Geneviève, vont passer près de ceux qui désirent poser une question. Vous devrez leur donner à elles, dans le creux de l'oreille, votre question, et c'est elles qui la poseront parce qu'on ne peut pas transférer les micros. Vous voyez, chacun de nos interlocuteurs ont chacun un micro. Donc c'est un peu compliqué, effectivement. Je vous rappelle qu'il y a, comme on vous l'a déjà dit, 3 urnes à votre disposition en fonction des différents exposés qui seront faits ce matin. N'hésitez vraiment pas à nous laisser des questions, on fera tout pour vous répondre, soit aujourd'hui, soit dans les jours qui viennent. Nous sommes également en Facebook Live, si je ne me trompe, et il y a également des questions, 2 questions voilà, qui sont prêtes
en Facebook Live. Donc, je vais vous inviter à poser éventuellement des questions à Stécie. Voilà. N'ayez pas peur. Je ne mords pas. Madame. Madame demande auprès de Stécie, dans un des slides, il y a la question ce qui est personnel et politique. Pour elle, c'est une information essentielle. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu? Parce que Madame a le sentiment que les aidants aident une personne, mais qu'il y a la dimension politique de l'aidance qui est souvent occultée par les aidants eux-mêmes. C'est bien ça, Madame? Voilà, donc si vous pouviez développer. Oui, c'est une phrase, c'est une citation en fait. C'est une citation qu'on a repris de nos partenaires, en tout cas de nos collègues écossais. L'Écosse, je dois dire, est extrêmement en avance en ce qui concerne l'aidance et l'aide à l'aidance. En fait, chaque année, ils organisent un parlement des aidants. Où ils ont 2 délégués aidants de chacun des districts à travers l'Écosse, donc ils ont à peu près 300-400 personnes dans une salle, avec les ministres compétents qui sont là pour toute une matinée pour répondre aux questions des aidants. Et franchement, c'est extrêmement impressionnant, même en termes démocratiques. Oui. Céline a eu l'occasion. Pour y avoir participé l'année dernière, c'est très impressionnant. C'est extrêmement impressionnant parce que les ministres sont totalement disposés à répondre à toutes les questions et c'est une discussion à bâton rompu, c'est-à-dire que les aidants n'hésitent pas à rentrer dans l'art, si vous me passez l'expression, des ministres. Et effectivement, c'était une citation de l'une des aidantes qui disait au final, ce qui m'est personnel à moi devrait être politique pour vous. Et je pense que ça résume bien, quelque part, en tout cas de notre point de vue, notre travail, c'est-à-dire d'être l'intermédiaire entre des situations familiales ou en tout cas aidants aidés qui sont personnelles à la base, mais qui devraient être entendus par les politiques. Je pense qu'on peut prendre une question Facebook Live. Alors, une question posée, c'est devenir membre de Rocarex, comment faire en tant qu'association de soutien aux aidants proches? Le point d'entrée est sur notre site internet. On a une approche qui est relativement équitable, dans le sens où on essaye d'être le plus inclusif possible. Il y a des règles qui sont bien établies. Bon, il y a une contribution financière qui est à la hauteur annuelle, qui est à la hauteur évidemment des ressources à disposition des organisations. Oui, pardon, devant. Ok, merci. Donc toutes les règles sont disponibles sur notre site internet et voilà, donc il suffit de contacter notre secrétariat et on enverra tout ça, mais c'est relativement simple. Une autre question dans la salle? Alors, Madame demande, donc la question se poursuit aussi, l'assimilation aux accidents de travail. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, vous avez évoqué la nécessité d'intégrer le temps d'aidance dans le calcul de la pension. Voilà. Dans le même sens, la question pourrait se poser aussi dans l'assimilation aux accidents de travail. Effectivement, c'est une excellente suggestion. On a un collègue